Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club de l'Actu. C'est avec la gorge nouée par l'émotion, le cœur à marmelade que nous vous retrouvons ce soir pour donc vous tenir compagnie, pour revenir sur les faits saillants de l'actualité qui aura ponctué la semaine qui s'achève. Avec cette question ce soir, qui a tué Elhadj Mohamed Koula Diallo? C'est peut-être une question qui restera à jamais sans réponse. La presse guinéenne sous le choc, tétanisée et quasi de colère suite à l'assassinat de notre confrère jeune journaliste reporter à Guinée7.com. Il a été fauché vendredi au siège de l'UFDG à marge d'un conseil politique de ce parti pour le moins houleux. Elhadj Mohamed Koula Diallo, il faut le dire, il faut le rappeler, a été atteint au niveau de la poitrine par une balle venu d'une foule de militants à l'esprit chauffé à blanc. Le concert de condamnation à travers le pays se poursuit. Les associations de presse pourraient décider d'une marche blanche et d'une journée sans presse. Pendant ce temps, une enquête judiciaire a été ouverte à l'initiative du procureur du tribunal de première instance de Dixine. Bienvenue à tous. Pour faire le débat, nous avons invité pour vous Mohamed Djibril Camara. Il est l'un des animateurs de l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace FM, journaliste également à Espace TV. Bonsoir Djibril. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. À l'extrême gauche, Mamadou Ouri Diallo de Gangan TV. Bonsoir Diallo. Bonsoir avocat. Bienvenue sur ce plateau. Et Moussa Tatakourou Diawara qui reprend du service après 90 jours de sanctions à lui imposées par la haute autorité de la communication. Il est journaliste à mosaicguinée.com. Il est avec nous. Bonsoir. Monsieur Diawara. Bonsoir. Et le co-animateur de cette émission, Mohamed Mara, journaliste à Espace FM. Mara, bonsoir. Bonsoir. Bien, pour commencer, on va donner la parole à Moussa Tatakourou Diawara qui sort de 90 jours de sanctions. Vos impressions, vos sentiments au terme de cette sanction, de cette période de sanctions, Moussa Tatakourou? Oui, personnellement, je suis content de reprendre le micro et la plume. Et après 90 jours, ça n'a pas été facile, mais avec le soutien moral des uns et des autres de partout, mes amis sur Facebook, mes confrères de différentes presses, à savoir la presse écrite, les radios, tout, les pays. Surtout la presse en ligne. Oui, la presse en ligne, surtout les pays aussi dont j'ai traversé pendant cette période, à savoir la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, le Mali, chez moi à Séguirine. Donc je me dis que je suis très content de reprendre le micro et la plume encore une fois de plus. Je remercie les uns et les autres. Je pense que ça n'a pas été facile, mais souvent aussi il faut accepter de subir la rigueur de la loi quand on est censé travailler dans une entreprise de presse ou quand on est censé travailler dans la vie courante même. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette sanction? Quel enseignement vous en tirez? Bon, personnellement, c'était la première fois que je subis ça, la rigueur de la loi. Donc j'ai dit d'une manière aussi qu'il faut accepter parce que je n'avais jamais eu à être condamné, à être emprisonné, à être sanctionné moralement. Donc si cette fois-ci j'ai été sanctionné par la HAC, je me suis dit il faut essayer cette épreuve aussi dans la vie pour une question d'expérience dans l'avenir. Oui, mais est-ce que sur un plan professionnel, dans le cadre de la pratique du métier, est-ce que ça va vous amener à changer de votre façon de faire? Est-ce que sur la question de l'homosexualité, est-ce que finalement vous allez désormais apprendre à flouter les images, à masquer les parties intimes, parce que c'est le reproche qu'on vous a fait, malgré le fait que votre organe Mosaïque Guinée a voulu prendre toute la responsabilité sur lui? Bon, au fait, cette sanction, j'ai été avec vous-même. Personnellement, je vous remercie par rapport au courage que vous avez eu devant la présidente de la HAC et le commissaire de l'institution, qui, dans un premier temps, ont cru que c'est moi le directeur de publication. Mais vous êtes parvenu à leur dire que non, ce n'est pas Tatakourou, il a fait son travail, il m'a envoyé l'article et les photos qu'il avait prise depuis le lieu. Et donc, c'était à moi de chercher les bonnes photos et flouter l'image envoyée au webmaster. Donc, s'il y a une erreur qui a été commise dans cette affaire, c'est moi, Aboubacar Diallo. J'étais là-bas. Peut-être si je n'avais pas eu la chance ce jour-là de vous accompagner à la HAC, j'aurais dû penser que c'est vous qui êtes parti vous décharger sur moi là-bas. Mais j'étais présent. Et en même temps, on a été interviewé par nos confrères de Espace TV de Gangan. J'ai participé aussi
à ça et j'ai vu la défense que vous avez eu à prendre à mon égard, tout ça là. Mais bon, moi je pense que dans cette affaire, il y avait eu un règlement de compte. Vous étiez là quand nous sommes rentrés dans la salle là, de la présidente. Et dans son bureau du moins, elle avait eu à dire, c'est Tatakour qui était à Kankan. J'ai répondu affirmatif. Donc je me suis dit ici que ce n'est plus une affaire de... ciblé. Oui, j'ai été ciblé longtemps. Donc pour la première fois-ci, je suis sorti par Kouré Malek. Cette fois-ci, Koya était déjà informé de faire attention pour ne pas que Tatakour s'échappe cette fois-ci. Donc, disons... mais le combat continue. Le combat continue. Et sur l'homosexualité, je continue. J'ai été dans certains pays de l'Afrique de l'Est. J'ai eu à rencontrer des journalistes comme Alain Rombalo, qui est le correspondant de la RFI à Bissau et la zone spéciale de Casamance, qui m'a beaucoup parlé sur cette question qui est très sensible. Et j'ai rencontré le directeur de la Fédération internationale des journalistes pour le bureau de l'Afrique, M. Gabriel, et à Dakar, qui m'a aussi beaucoup conseillé. Et bon, il faut quand même reconnaître que c'est une affaire qui n'est pas facile, parce que c'est devenu une question très sensible. Une question très sensible. Ouais. Donc, je remercie même la présidente de la HAC qui m'a dit que leur rôle aussi n'est pas de sanctionner les journalistes, mais c'est de nous protéger. Bien. Mon œil. Bien. Tout le monde sait que cette décision-là, elle était politique. On a simplement, disons, n'oubliez pas que dans un premier temps, on a préparé un mensonge d'État en voulant faire croire d'abord aux gendarmes, mais aussi à la presse, que ce n'était pas un délit en Guinée, que l'homosexualité. Il a fallu que je m'insurge, que je dise, mais c'est pas vrai. L'article 321 du Code pénal guinéen, sanctionne l'homosexualité. Et on oublie une chose, en dehors de la pratique pédéraste, ce qui a le plus choqué dans cette affaire, c'est le lieu. Il y a eu un attentat à la pudeur. Et pour cela, ces hommes-là n'ont pas été sanctionnés. Mais le journaliste, parce que le gouvernement, rappelez-vous, moi j'ai parlé avec un ministre de la République qui m'a dit, écoutez, honnêtement, le gouvernement guinéen n'est pas prêt à faire face à ce sujet-là. Parce que si on sanctionnait ces gars-là, la communauté internationale va nous tomber là-dessus. Finalement, je me suis dit, nous avons affaire à un gouvernement qui manque de courage. Bien sûr, parce que je vous donne raison, on ne sait pas la suite qui a été réservée. Le jeune a été libéré le lendemain. Moi, j'ai été... Il a été libéré. Eh bien, moi, purement et simplement. J'ai été interpellé en fait par des gendarmes. Je n'étais pas là, vous vous rappelez, j'étais en mission. Qui m'ont dit, mais il semble qu'on n'a pas de base légale. J'ai dit, c'est faux. Il y a bel et bien une base légale. Bien. Et d'ailleurs, je vais publier sur ma page Facebook ce qui a été fait. Je crois que Espace en a même fait l'écho ici, à travers Tamba dans les GG. C'est parti. La gendarmerie le savait. Mais on a préféré, en fait, tuer cette affaire-là dans l'œuf. Mais c'est une pratique. N'empêche que ce débat-là, il doit être posé. Si l'État guinéen pense qu'il faut légaliser la chose, et bien pour une fois que l'État se comporte en grand garçon, il affronte. Il y a d'ailleurs un des ministres, du gouvernement, en l'occurrence le ministre Khalifa, qui s'est prononcé sur la question. Lui, il a parlé en son nom propre. Bien sûr. Je lui ai posé la question ici publiquement, il s'est exprimé en son nom propre, mais il a dit qu'il ne pouvait pas engager le gouvernement sur cette question-là. Et vous avez vu le malaise que cela a causé au sein du gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, ne veut pas jouer le grand garçon en affrontant ce sujet. Comme j'ai vu Macky Sall du côté du Sénégal qui a dit ce débat-là, il n'est pas chez nous. Ailleurs, rappelez-vous ce ministre, plutôt ce président français qui a dit que la polygamie est une pratique contre nature. Mais il nous a demandé, nous, qu'est-ce que nous pensons de l'homosexualité. Bon sang, qu'on arrête cela. Si les financements, notamment des différents États passent par là, mais qu'on accepte que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre culture. Absolument. Encore une fois, moi j'ai dit, les homosexuels, ce sont des êtres humains que moi j'aime parce qu'ils sont des êtres humains. Mais leurs pratiques, à mon avis, doivent révéler de la sphère privée. L'État n'a pas à interférer dans la vie privée des gens, mais bon sang qu'on accepte aussi que ces gens-là arrêtent de s'exhiber à travers la ville et à nous provoquer quand même. Il faut rappeler quand même qu'ils ont été arrêtés, surpris en plein ébat sexuel à l'aéroport. Dans la sphère de l'aéroport de Conakry. Mohamed Djibril, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je me dis, il faut faire très attention à ce sujet parce que c'est un sujet qui est hautement sensible. Au-delà de la dimension légale que l'on pourrait lui conférer, il y a une dimension sociologique parce que c'est extrêmement important. Et on fait allusion à ce fameux article 325 qui d'ailleurs n'est pas tout à fait clair sur cette question de l'homosexualité. Mais au-delà de ça, l'homosexualité est perçue
dans notre société, parce que nous sommes une société africaine, comme étant une dépravation de nos mœurs. Donc, ce n'est pas accepté par nos sociétés. Mais malheureusement, est-ce que l'évolution de la société, l'évolution sociétale et l'évolution légale, est-ce que ces deux évolutions vont ensemble? Je ne pense pas. Ce n'est pas en tout cas le cas. On a vu, il y a plusieurs textes qui sont en désuétude. L'article 315 du Code civil qui dit que la polygamie est interdite sur toute l'étendue du territoire national à toute personne de nationalité guinéenne. Et allez savoir ce qu'on fait de l'application de cette disposition. Absolument. Donc, notre évolution sociétale n'est pas souvent en phase avec nos textes de loi qui doivent d'ailleurs... Vous pensez que la Guinée a évolué sur la question de l'homosexualité aujourd'hui, que les Guinéens sont prêts à accepter Non, pas du tout. cette pratique-là? Justement, c'est l'évolution. Justement, non, vous comprenez pas bien. C'est pourquoi il est important non seulement de clarifier la question dans un texte légal, parce que l'article 325 est flou sur la question. Là, oui. Elle sanctionne quiconque a des relations sexuelles avec une personne de même sexe. Elle parle de l'homosexualité elliptiquement, tacitement, elle est floue sur la question. Il faut une clarification textuelle qui soit en phase avec notre évolution sociétale. Notre société brime, comment on appelle ça, notre société répugne, c'est le mot que je cherchais, ces pratiques-là, mais est-ce que ces pratiques-là sont aussi répugnées de la même manière, au même degré que les textes de loi? Je ne le pense pas. Donc il faut une clarification textuelle. Heureusement, nous avons une assemblée en place, que l'assemblée statue sur la question de manière claire et sans équivoque. Qui va saisir l'Assemblée de cette question? Ben, vous pensez qu'on a des représentants? Vous pensez que nos représentants à l'Assemblée nationale... La question ne se pose pas en ces termes. La loi dit, l'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement et à l'Assemblée. Le gouvernement a déjà montré qu'il ne veut pas débattre de cette question. Maintenant, de l'autre côté, ce que je vais vous faire remarquer... En ce moment, l'initiative doit être... parlementaire. Voilà, je vais vous dire une chose. Absolument. La loi, non seulement a pour mission de maintenir l'ordre public, mais aussi de protéger les individus, il ne faut pas l'oublier. Si cette question-là, l'Assemblée nationale ne s'en saisit pas, si on ne légifère pas, je crée un drame, justement. Mais il faut forcément... Parce que, attendez, ces deux personnes-là qui ont été arrêtées, par chance pour elles, ce sont des gendarmes qui les ont arrêtées. Non, c'est une des personnes qui a été arrêtée. Oui. Non, les deux, non. Le second s'était enfui. Dans un premier temps, les deux ont été appréhendés. Ce que je vais vous faire remarquer, c'est que si c'était des populations civiles qui étaient tombées sur ces deux personnes, vous savez pertinemment que ce n'aurait pas été... Ces individus ont été lâchés. Et là, justement, la question aurait été posée avec beaucoup plus de violence. C'est là où je me dis que le législateur doit avoir l'intelligence d'anticiper aujourd'hui cette question. Vous savez, l'interdiction de l'homosexualité dans d'autres sociétés peut être perçue comme une restriction des libertés. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pas notre société. Oui. Mais malheureusement, on n'est pas dans les sociétés occidentales. Dans les sociétés occidentales, parce que là-bas, c'est pas une dépravation. Pas du tout. C'est une banalité. Oui, on connaît. Mais ce n'est pas le cas de notre société. Je disais tantôt, c'est extrêmement important qu'on démarque la dimension sociétale d'une telle question de la dimension juridictionnelle. C'est extrêmement important. Il faut, je le dis et j'en appelle aux parlementaires, qui se saisissent de la question et qu'ils tranchent de manière claire et sans équivoque. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à végéter. Non, mais c'est une interpellation. Ce n'est pas une gageure pour un parlementaire, pour un dixième des parlementaires, de se saisir de cette question et d'en faire une priorité au niveau de l'adoption des textes de loi. Parce que d'ailleurs, cette question relance plus belle la caducité de nos textes de loi, parce que nos textes de loi évoluent très peu par rapport à notre évolution sociétale. C'est extrêmement important. Bien. On va essayer d'évoluer dans cette émission. On va s'attaquer à cet assassinat, en tout cas, qui a endeuillé toute la presse guinéenne qui est sous le choc après l'assassinat de notre confrère Elhadj Mohamed Koula Diallo. Ça s'est passé vendredi au siège de l'UFDG. Les réactions, premier tour de table. Ouri Diallo, comment avez-vous reçu cette information au sujet de l'assassinat de notre confrère? C'est avec tristesse que je l'ai appris. Notamment, j'étais à Kaloum quand j'ai appris que
notre confrère a reçu une balle en pleine poitrine et qu'il est décédé par la suite, notamment à l'hôpital. C'est vrai qu'on n'attendait pas ce genre de situation de cette réunion. On se disait justement que Bahouri serait venu et qu'il serait peut-être empêché d'accéder à la cour, mais peut-être qu'il se serait compris entre les deux camps. Mais qu'il y ait des accrochages au point d'avoir tué un homme, notamment un journaliste, franchement c'est très triste et je pense que cela est un peu le signe du caractère belliqueux de ce parti. C'est quelque chose que les gens ont eu à révéler à un moment donné, mais bon, on peut vous attaquer pour le fait que vous disiez que justement il y a des militants qui sont assez belliqueux, voire même les responsables de ce parti. C'est la preuve éloquente que, et du camp de Bahouri et du camp de Cellou Dalein Diallo, qu'il y a des gens qui sont, on va dire, objets d'une certaine limite politique ou de réflexion, parce que je ne vois pas pourquoi jusqu'à ce que ces deux blocs soient venus à une violence au point d'avoir tué quelqu'un. Je pense que Bahouri peut-être aurait dit oui, c'est vrai qu'on m'a sanctionné à la veille. Je pourrais porter plainte contre le parti, je pourrais les convoquer en justice, ne pas avoir besoin d'aller les affronter au siège. Tout comme le camp Cellou aurait peut-être jugé nécessaire de ne pas bloquer la porte à Bahouri et le laisser entrer, puisque le parti a, au regard des textes, exclut une personne qui est venue donc au siège, on peut le considérer comme un intrus. Donc faire appel à la justice, faire appel à la loi, dire que nous sommes attaqués par un intrus puisque nous l'avons exclu de notre parti. C'est à la loi et à la justice donc de juger la personne intrus qui est venue violenter les militants du parti ou les cadres du parti. Mais c'est malheureux ce qui est arrivé à notre frère et c'est vraiment une tristesse. Bien. Je profite pour bien entendu présenter mes condoléances à la presse et à sa famille notamment. Merci. Mohamed Djibril, toujours sur cet assassinat? D'abord, je voudrais m'incliner avec votre permission devant la mémoire de notre collègue décédé, malheureusement dans les circonstances que vous connaissez. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée, à la famille de la presse, à laquelle nous appartenons. Je suis assez catastrophé par ce qui se passe, par ce spectacle ubuesque auquel se livre aujourd'hui l'UFDG. Je pense que l'UFDG est devenu aujourd'hui, le temps d'une journée, le point de mire de la honte. Et c'était prévisible parce que l'arrivée de Bahouri et les événements qui ont suivi étaient quand même la chronique d'une guerre fratricide annoncée entre ces deux hommes. Donc, l'exclusion de Bahouri, on s'y attendait de toute façon, c'était une sanction attendue comme Mars en carême, mais moi je m'interroge sur le timing, parce que la sanction est intervenue à la veille d'une réunion politique. Alors, à la veille, et justement ce timing m'amène à me poser un certain nombre de questions. Est-ce que la précipitation avec laquelle le directoire, la direction actuelle de l'UFDG est allée pour mettre hors jeu Bahouri, est-ce que c'est une précipitation qui était préparée à l'avance? Parce que exclure quelqu'un à 24 heures d'une réunion importantissime, parce que vous savez, c'était cette réunion qui dessine les contours de l'Assemblée générale qui se tient le lendemain. D'ailleurs, cette Assemblée a été annulée lâchement suite à la mort de notre collègue. Donc, moi, je me pose cette question. C'est une faute politique qu'a commise. C'est un crime politique? Vous irez jusqu'à penser... Je ne parlerai pas de crime politique, mais je dis que c'est une grossière faute politique qu'a commise la direction actuelle qui est placée sous la houlette de Cellou Dalein Diallo, qui apparemment, parce qu'à travers ses actes, on a l'impression qu'aujourd'hui, au sein de l'UFDG, quand on regarde un peu le fonctionnement de ce parti, on se croirait à l'époque de Staline où toutes les voix dissonantes étaient systématiquement supprimées. Je pense que cette exclusion, elle est prématurée, elle est précipitée et elle dénote de la vocation du président du parti à ne pas voir coexister avec lui des voix dissonantes. Bien. Mais de l'autre côté, on va revenir sur de l'autre côté, je reviens sur. De l'autre côté, quand on est exclu d'un parti, je serais honnêtement, intellectuellement lâche de ne pas le dire. À ma qualité de juriste, je ne peux pas
admettre la violence sous quelque forme que ce soit. La violence ne peut être justifiée. Rien ne justifie la violence. Quand on est exclu d'un parti politique, nous sommes dans une république. Il y a des voies de recours. Vous saisissez. Justement. Lorsque Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur du FN, a été exclu par sa propre fille, absolument. Il a saisi la justice française. Exactement. J'allais en venir tout à l'heure sur les responsabilités, parce que pour le moment, les deux camps se rejettent les responsabilités. Mais justement, vous nous tendez la brèche, on va y revenir tout à l'heure. On finit le premier tour d'étape. Moussa Tatakourou Diawara, comment avez-vous réagi à cette actualité, à l'assassinat de notre confrère? D'abord, je présente aussi mes condoléances à la famille biologique de El Hadj. Je l'ai connu il y a 2 semaines de cela dans votre voiture. On quittait le camp Samori pour l'installation du nouveau ministre de la Défense. On était dans la voiture, il était assis avec moi, j'ai fait sa connaissance et il a pris ma carte de visite. Il me dit, ah, toi tu es Mandinka, hein, je t'apprécie beaucoup, donc on garde le contact. Hier, j'ai été choqué d'apprendre qu'il est tombé en exercice de son métier où il n'avait qu'un bic et un bout de papier pour noter ce qu'il voyait. Mais voir maintenant que les deux camps se rejettent les responsabilités, moi je dirais que le responsable de l'assassinat de notre frère est connu, c'est l'UFDG. Quel qu'en soit peu, c'est l'UFDG. Ça s'est passé au siège de l'UFDG et devant des témoins. Nous avons vu, personnellement je n'étais pas sur le terrain, mais les reporters qui étaient sur le terrain ont tous reconnu que avant l'arrivée de Bahouri, on avait interdit à tout le monde de faire des photos, même des vidéos. Les journalistes, dès que vous commencez à filmer, dès que vous commencez à faire des photos, tout de suite on vient vous dire arrêtez, arrêtez. Qui savait qu'est-ce qui était préparé avant l'arrivée de Bahouri? Pourquoi on n'a pas laissé des journalistes faire leur travail? Parce que moi j'ai demandé le reporter de Mosaïque qui était là-bas, il me dit non, on nous a interdit, on nous a dit que c'est formellement interdit aujourd'hui de faire des photos pendant cette réunion. Pourquoi? Qu'est-ce qui était préparé? Et heureusement que nous avons eu la vidéo de l'arrivée de Bahouri. Mais moi, personnellement, ce qui me concerne, c'est le contenu du communiqué diffusé par l'UFDG, qui n'accuse même pas, qui indexe Bahouri, qui l'a fait sortir son arme pour tirer en direction de Dalin. Ce qui a été reconnu par l'UFDG. On va y revenir tout à l'heure. Mohamed Maha, votre réaction suite à cet assassinat? Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller aux émotions. Mais j'avoue qu'hier, vous vous rappelez, j'avais une émission à la radio. Et quand Moussa Moïse m'a appelé à domicile pour dire mais il est presque l'heure, je ne te vois pas. J'ai décroché, je sanglotais comme une femme. Parce que là, j'ai pas pu. C'est un jeune homme avec lequel j'ai travaillé. Il a même travaillé pour moi à l'époque où j'étais encore dans la presse en ligne. Honnête, sage, courageux, d'une humilité incroyable. Ouais, surtout courageux. El Hadj Mohamed était d'une humilité incroyable. Vous êtes en contact de ce jeune-là, vous vous remettez en cause. Parce que vous voyez le travail qu'il fait avec talent. Si vous avez fait attention, les 80% des articles du site Guinée 7, pratiquement, c'est lui qui les rédige. Absolument. Presque seul, il fait vivre un site internet. Je l'ai connu, bourreau du travail. Vous êtes en contact de Mohamed, eh bien, vous vous remettez en cause. Courageux, persévérant. Mais encore une fois, très sage, très discret et très humble. Qu'on nous enlève ce jeune-là, qui quitte aujourd'hui son enfant, sa fillette de 4 ans et son épouse, je me dis, ceux qui ont fait ça, ils appellent cela peut-être la politique. Ils peuvent peut-être penser que tout ça sont des sacrifices pour aboutir au pouvoir. Mais je veux juste leur dire, quel que soit leur camp, quel que soit ce dont ils se réclament aujourd'hui, que Dieu qui a créé ces jeunes hommes ne dort pas. Et que Dieu se réveillera au bon moment. Parce que ce qui s'est passé est ignoble. Ça nous a touchés. Et ça met au grand jour la violence dont nous, journalistes, sommes souvent victimes. Il y a une violence dont on parle facilement en Guinée. C'est quand nous sommes parfois pris à partie par les services de sécurité. Mais chacun d'entre vous qui allez parfois sur le terrain, vous savez que le risque que nous courons le plus quand nous sommes sur le terrain, ce n'est même pas de la part des services de sécurité. Mais généralement, c'est de la part des militants des partis politiques. En 2011, en septembre, personnellement, j'ai fait 4 semaines à l'été. Parce que des militants m'ont battu et m'ont laissé pour mort. C'est passé inaperçu. Et c'est justement ce qui m'inquiète aujourd'hui. Parce que ce qui vient de se passer
il faut que toute la presse guinéenne se lève et demande des comptes. Bien. Je ne dis pas à l'UFDG, mais des comptes à l'État. Justement, Pourquoi? justement. Parce que les partis politiques sont en train de devenir une sorte de no man's land Bien. en Guinée. L'État n'ose jamais s'attaquer aux partis politiques lorsque des crimes sont commis, lorsque des délits sont commis. Bien, on va en venir. On va en venir, Mohamed Mara, aux possible. conséquences de cet assassinat tout à l'heure. Mais bon, Djibril, comment avez-vous compris ce communiqué? Moussa Tatakoura en parlait tantôt, le communiqué de l'UFDG qui indique que Baouri était arrivé au siège muni d'une arme à feu dont il a fait usage. Et donc l'UFDG rejette toute la responsabilité, toute la faute de cet assassinat à Baouri. Mais moi, je vois cela comme une plaisanterie. Je pense pas, écoutez, je pense que c'est une version à prendre avec beaucoup de pincettes, avec circonspection, parce que je ne crois pas Baouri venir à une réunion politique d'un parti qu'il a lui-même fondé avec des armes. Je ne pense pas, c'est une version qui est tout à fait erronée de mon point de vue. Mais je pense qu'au-delà de cette surenchère verbale, parce que les deux partis vont vraisemblablement continuellement à une guerre de communication. Ça a même commencé depuis hier avec ce communiqué assez fantaisiste de l'UFDG. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le spectacle aujourd'hui auquel se livre ce parti. Est-ce qu'on peut comprendre qu'un parti qui est considéré aujourd'hui comme la principale force politique de l'opposition, que ce parti ne soit pas capable de cultiver en son sein l'esprit démocratique? Vous savez, Khrouchtchev le disait pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on peut dormir dans le même lit sans faire le même rêve. Dans une formation politique, des courants de pensée doivent pouvoir exister sans que le président ne se sente frustré ou sans qu'il sente son autorité charcutée ou sapée par qui que ce soit. On a pris l'exemple hier dans une émission de ce grand groupe médiatique, on a pris l'exemple sur la France avec la guerre que se livrent Sarkozy et ses principaux rivaux à la primaire des Républicains et qui se tiendra au mois de novembre. Les critiques, les escarmouches fusent de toutes parts, mais il n'a jamais été question de l'exclusion, soit de Alain Juppé, soit de François Fillon, soit de Bruno Le Maire. Alors, pourtant que c'est Sarkozy qui a les rênes aujourd'hui, qui maîtrise aujourd'hui l'appareil des Républicains. Je pense que à l'intérieur des formations politiques, parce que la situation à l'UFDG relance même le débat sur l'existence même, sur le déficit et le déni de démocratie, qui prévalent au sein des formations politiques et qui n'arrivent pas à faire cohabiter des courants de pensée au sein même de ces formations politiques. Mais pourtant, ce sont les mêmes formations politiques qui se présentent comme les parangons de la démocratie. On a souvent écouté Cellou Dalein Diallo reprocher le non-respect des principes démocratiques au président Alpha Condé, qui pourtant est contesté dans son propre camp. Vous avez vu la fronde à laquelle le président qui est loin de s'estomper. Absolument. La fronde à laquelle le président Alpha Condé fait face en ce moment, mais il n'a jamais été question d'exclusion. Je pense que la démocratie, elle aussi, se nourrit de la contradiction, de la diversité, de la multiplicité des courants de pensée. Cela n'existe pas aujourd'hui au sein de l'UFDG. Mais je disais tantôt à M. Baouri que quand on est sanctionné par un parti politique, parce qu'il serait malhonnête de ma part de ne pas dire cela. Est-ce qu'on peut déduire on a des voies de recours, on peut s'adresser à la justice pour contester la décision. À partir de là, on peut déduire que c'est Baouri qui a provoqué cette agitation, qui a conduit. C'est une question que je pose. Je pense que les responsabilités sont partagées. La vocation d'un leader, c'est de prévenir,
de rassembler au-delà. Oui, mais si Baouri n'avait pas été là, si Baouri n'était pas venu au siège. Oui, mais la question qui se pose, est-ce que Baouri était venu dans une logique d'affrontement? Non, mais tout le monde savait que si Baouri se rendait au siège vendredi, qu'il aurait une ambiance électrique. Oui, l'ambiance de toute façon a tout le temps été, l'ambiance a tout le temps été électrique depuis le retour de Baouri. Vous vous souvenez de son retour mouvementé, de ses discours assez affleurés et mouchetés, de ses diatribes contre Cellou Dalein Diallo. L'ambiance à l'UFDG depuis belle lurette a toujours été électrique, ça a toujours été une ambiance chaude. Non, mais je parle de ton analyse, Mohamed Djibril. Quand vous dites qu'un homme responsable, un homme politique responsable, dès l'instant qu'il est condamné, il est exclu du parti, et la raison voudrait qu'il saisisse la démarche de Baouri. À partir de là, on peut déduire qu'il est quelque part comptable. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Il n'y a aucun problème. Donc, je pose cette question, parce que j'ai commencé par cette interrogation au début. Qui a tué Elhadj Mohamed Koula Diallo? Est-ce qu'un jour, on pourra répondre à cette question? On sait que le procureur du tribunal de Dixine a diligenté une enquête. Il a saisi le doyen des juges d'instruction de ce tribunal. Mais est-ce qu'un jour, on saura qui a tué Elhadj? On devrait le savoir. Et je pense que la justice a le devoir de nous révéler justement le nom et l'identité de la personne qui a tiré, peut-être expressement ou involontairement, sur Elhadj. Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont pris cet engagement, puisque le procureur donc, du tribunal de Dixine a enclenché la démarche. J'espère qu'on saura. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres exemples qui, en tout cas dans le mauvais sens, qui ne nous donnent pas espoir à ce qu'on sache un jour. Et Baouri qui accuse déjà aussi, qui dit que c'est un élément de la garde de Cellou qui a tiré sur le jeune. Déjà, c'est de bonne guerre, parce que les deux camps se rejettent cette responsabilité-là. Pour l'instant, je pense que ce ne sont que des accusations gratuites. C'est de bonne guerre que Baouri dise que ce sont les gardes de Cellou qui ont tiré sur notre confrère. C'est de bonne guerre que Cellou lui-même le dise, mais que ce soit le parti, comme il le disait tout à l'heure, lui-même qui fasse un communiqué officiel, signé, comme quoi Baouri portait une arme par-dessus lui, par-devers lui, et qu'il a tiré à bout portant sur... Si vous avez fait attention, ils n'ont pas paraphé le communiqué comme pour éviter notamment... Le communiqué est cacheté et c'est dit le parti. Non, ce n'est pas cacheté justement, je peux vous le sortir. Peut-être qu'il y a plusieurs versions. C'est comme si l'UFDG redoutait justement une attaque sur le plan judiciaire plus tard. L'accusation est partie, il y a le logo du parti, ça engage le parti, mais il n'y a pas de signature. Mais ça engage le parti. Dès l'instant où il y a le logo. Le problème, c'est que ce n'est pas sur le site officiel du parti. Oui, absolument. Justement, c'est dans les réseaux sociaux. C'est justement le cas souvent chez l'UFDG. On tente même à mettre les communiqués. Voilà, c'est sur le site officiel du parti. C'est très important. Le communiqué est sur le site. Sur un site qui est connu, qui a l'habitude d'afficher les interviews, d'abord en primaire d'ailleurs, de l'UFDG, de Cellou et même de Baouri. Je vais parler de mon confrère de Guinée Matin. Mais c'est pas le site officiel de l'UFDG. Pas le site officiel de l'UFDG. Pas le site officiel de l'UFDG. Notamment de la cellule de communication UFDG. C'est le nom officiel. Cellule de communication UFDG. Et ça a été publié par un certain Safa Tunkara, que vous connaissez, qui est du côté de Paris, qui généralement publie tout ce qu'il y a d'officiel à l'UFDG. Mais encore une fois, le constat, il est là. Quand vous prenez le papier en tant que tel, ce n'est pas un acte purement administratif. Il y a vraiment la question. Je me demande si ce n'est pas fait à dessein. Je me demande si c'est pas fait à dessein. On va laisser Ouri finir. Allez-y, Ouri. Alors, ce qui reste clair, c'est que ces deux versions sont maintenant au grand jour. L'autre camp accuse l'autre d'avoir tué notre confrère. On attend la justice sur cette piste-là pour nous révéler au grand jour qui est-ce qui a tiré sur le journaliste. Qui devrait faire la justice, justement? Est-ce qu'elle a les moyens d'aller au bout et démasquer ce... Bien entendu, elle a les moyens d'aller au bout parce que, écoutez, il paraît que la police et la gendarmerie n'étaient pas forcément sur les lieux d'où sont partis les coups de feu. Alors, il est sûr, ou même peut-être probable, qu'il y a un civil qui détenait peut-être une arme. Ça repose la question de savoir, est-ce que ces partis politiques devraient s'entourer de soi-disant gardes-corps, quelquefois munis d'armes? C'est là la question. Moi, je reste quand même optimiste
qu'un jour, la justice... parce que justement, d'habitude, c'est eux qui sont accusés. C'est quand la police est accusée, c'est quand la gendarmerie est accusée d'avoir tué des militants ou des journalistes qu'ils font traîner les procédures judiciaires. Maintenant qu'ils étaient en marge de la situation, j'ai l'impression qu'ils mettront tous les moyens à disposition pour qu'on sache un jour qui est-ce qui a tiré sur Elhaj. Allez-y, Mohamed Mara. J'aimerais juste vous faire observer une chose. D'abord, qui a tué Elhaj? Il n'est pas à moi de répondre à cette question. Je crois que quelqu'un a donné une réponse très éloquente dès le début. C'est l'UFDG. Je trouve que c'est l'UFDG, en tant que formation politique, qui est responsable de cette situation. C'est l'UFDG ne peut pas gérer ces problèmes à l'interne. Et que chaque fois qu'il y a des problèmes, soit entre eux ou entre eux et l'État, il y a toujours des violences et des morts d'hommes. Je crois qu'il y a un problème structurel qu'il faut poser. Il ne faut pas avoir peur de ce débat-là. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que les civils ont à faire avec des armes à feu au sein en fait, aussi d'un parti politique. Oui, mais la question est de savoir, est-ce que le coup de feu est venu d'un civil? Attendez. Une question. Parce que alors, je vous réponds. Jusqu'à information, non, c'est juste... Moi, j'ai parlé avec le directeur général de la police de l'enquête. Et même des journalistes qui étaient là-bas. Rappelez-vous, j'ai voulu inviter un des jeunes journalistes qui accompagnait Mohamed jusqu'à son décès. Les services de sécurité sont tenus à distance. Lorsqu'on a senti qu'il allait y avoir des problèmes, les autorités ont envoyé la gendarmerie et la police, mais pour plutôt sécuriser l'autoroute, pour ne pas que la circulation soit bloquée. Mais quand vous voyez toutes les vidéos, parce que ça, il y a des vidéos déjà sur YouTube, vous ne voyez pas d'hommes en uniforme dans l'entourage. Et d'ailleurs, les deux parties conviennent pour reconnaître que les tirs ne sont pas partis, notamment les services de sécurité, parce que chaque partie... Ça au moins c'est clair, oui. Ça veut dire que les civils étaient armés. La question que je me pose, qu'est-ce que... Et si le tir provenait d'un élément de la garde de Selou ou de sa épouse? Non. C'est des questions qu'il faut se poser. Même là, attendez, moi je ne me la pose pas. La question, au contraire, pour moi aujourd'hui qui apparaît, c'est que si vous avez fait attention, la police et la gendarmerie jusqu'à présent se tiennent à distance de cette affaire. Elle considère que c'est une affaire familiale parce qu'il y a eu risque entre des éléments de la même famille politique. Ça s'est mal passé aujourd'hui. Au lieu de sortir des communiqués aussi déglingués, l'UFDG aurait dû d'abord demander immédiatement au service de sécurité, quand il y a eu déjà risque d'intervenir. Cela n'a pas été fait, d'accord. Aujourd'hui, il y a mort d'homme. Mais aujourd'hui, il faut ouvrir complètement les portes du parti et faire appel à tous les témoins. Justement, eux-mêmes doivent contribuer, que ce soit Baouri ou Selou, ils doivent aujourd'hui se mettre à la disposition de la sécurité. Et on apprend que la Selou Diallo s'est rendu samedi matin dans le domicile. Non, tout ça c'est politique. Je vous donne cette information, il s'est rendu dans le domicile que vous ne savez pas, de notre journaliste pour demander qu'on lui remette le corps. Non, mais pourquoi? Vous savez que vous ne savez pas. Alors, parce qu'on sait que pour le moment, le corps est dans la chambre froide. Non, même pas. L'autopsie, même pas. L'autopsie apparemment est en cours parce que les autorités ont demandé l'autopsie. Mais ce que vous ne savez pas, les députés UFDG ont tenu, après que le jeune ait reçu la balle, ont tenu à aller à l'hôpital. Et j'ai parlé avec nos amis qui étaient sur place. Les jeunes journalistes étaient dans une colère noire. Ils les ont arrosés d'injures et leur ont dit qu'ils sont hypocrites, qu'ils ne veulent pas les voir déjà là-bas. Je crois que ça en dit assez long aujourd'hui sur le sentiment que nous avons, nous. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à un parti politique. Mais nous disons que d'autres Guinéens ont tué. On va parler tout à l'heure de la démarche de ce qui devrait être la réaction de la presse vis-à-vis de cet assassinat rapidement. Avant de clore avec Mohamed Djibril. Dire certaines choses. D'abord, les services de sécurité de notre pays ont toujours dit ici que les manifestants ont toujours les manifestants de l'opposition. Mais ça n'a pas été pris en considération. Les gens ont considéré que c'est la gendarmerie ou la police qui tire chaque fois sur les gens et qui rejette la responsabilité. Pour vous, c'est la preuve cette fois-ci? C'est la preuve cette fois-ci parce qu'il n'y avait aucun gendarme, aucun je veux dire policier qui était là-bas sur le terrain qu'on peut accuser. Les différentes vidéos qui sont sur Facebook, vous voyez dedans, si vous avez vu au moins quelqu'un qui est habillé en uniforme, il n'y en a pas. Deuxièmement, de tir à bout portant. Il y a un autre fait dans cette affaire. Baouri a été frappé par un bodyguard de Adja Alimatou. Non, selon ceux qui étaient là-bas, ils ont même des images. On lui voit d'utiliser le conditionnel. Oui, d'accord. Mais lorsqu'on est certain. Non, mais il n'y était pas. On les voit avec un FR. On les voit avec un FR, oui. La prudence journalistique voudrait. Bon, il n'y a pas de problème qu'il a utilisé sur Baouri, sur sa tête. J'ai même vu Baouri en train de faire comme ça, si ça ne saigne pas sur sa tête. Et troisièmement, personnellement, les institutions internationales
qui interviennent souvent quand les journalistes ont des problèmes dans les différents pays. Moi, personnellement, m'ont appelé, la Fédération internationale des journalistes, j'ai copié tous les articles concernant cet assassinat, j'ai balancé dans leur boîte. Évidemment, CPJ, je crois, c'est un comité de protection des journalistes qui existe du côté de New York aux États-Unis, qui m'a aussi écrit, parce que quand j'avais eu des problèmes ici en 2012, c'est une ONG qui m'a assisté personnellement, qui assiste les journalistes en difficulté, qui m'ont aussi appelé ce matin. Et lui, j'avoue aussi que du côté de Bamako, l'Union des journalistes de l'Afrique de l'Ouest a aussi essayé d'appeler certains collègues, je ne sais pas, Fatmata Diallo, qui m'ont appelé cet après-midi. Donc c'est pour vous dire que les institutions internationales de défense de la liberté de presse, la liberté des journalistes, ne vont pas laisser cette affaire. Dès lundi, les communiqués vont commencer à tomber. Bien. On va terminer tout à l'heure sur ce que devrait être la réaction de la presse guinéenne dans son ensemble. Oui, pour finir sur la question, qui a tué? Est-ce qu'on saura un jour qui est l'auteur de cet assassinat? Non, mais de toute façon, ne me posez pas cette question. Il reviendra aux enquêteurs et à la justice de situer les responsabilités. Mais ce qui est important, à mon avis, de noter, c'est que il y a eu le monsieur qui est décédé, notre confrère est décédé par balle. Et il se trouve que au moment où il recevait cette balle en plein cœur, aucun membre des services de sécurité n'était présent. Donc ce qui confirme la thèse selon laquelle des militants au sein de l'UFDG détiennent bel et bien des armes. Parce qu'il y a eu ce débat ici à un moment donné où l'UFDG a rejeté la responsabilité sur les forces de sécurité. Ça, pour vous, c'est la preuve par neuf que ce qui a été toujours dit vient d'être confirmé. Ça, c'est une chose. Le monsieur a été atteint par balle et au moment où il recevait cette balle, aucun des membres des services de sécurité n'était présent. Ça, c'est une chose. Cela confirme la thèse qu'il y a des militants de l'UFDG qui détiennent des armes. Deuxième chose, c'est l'attitude des forces de sécurité. La loi dit lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, les forces de sécurité doivent intervenir. Mais vous savez, dans ce pays, on agit sous l'autel des considérations politiques. Absolument. Et l'État, aujourd'hui, s'est montré, disons, laxiste vis-à-vis de cette formation politique pour ne pas qu'on dise « Ah oui, attention, est-ce que ce n'est pas Alpha Condé qui est en train d'instrumentaliser cette crise ?» Pour vous, quelle devrait être l'attitude de l'État dans cette affaire? L'attitude de l'État, c'est quoi? Lorsqu'on sait que Baouri était suspendu et qu'il venait contre l'avis de la direction de ce parti. Donc, tout pouvait laisser croire qu'on allait assister à un trouble à l'ordre public. Donc, les forces de sécurité devaient... d'autres moyens pour essayer de gérer ça. C'est extrêmement important. Parce que les forces... Je pense que Djibril il faut laisser... Ce que dit Djibril est important, et surtout sur le volet anticipation. C'est extrêmement important. Les forces de sécurité doivent non seulement anticiper, il ne faut pas simplement s'habituer à gérer les crises. Je pense que c'est un événement, c'est une situation qu'on aurait pu prévenir si l'État s'était montré vraiment responsable. Mais quand il s'agit d'un grand parti politique, l'État qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Peut-être l'État se montre interdire peut-être l'accès du siège hier, du siège vendredi aux militants peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? De toute façon, l'État... Il s'agit d'un conseil politique qui ne nécessite pas forcément la présence des militants. On savait que Baouri... L'État n'a pas de fonctionnement de l'UFDG. L'État a la possibilité d'interdire tout rassemblement lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Mais bien sûr, on savait que Baouri... Cela allait arriver. Je pense que l'État a manqué d'anticipation. L'État aussi a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Parce que ce journaliste qui a été tué, au-delà du simple fait qu'il est journaliste, la responsabilité première d'un État, c'est la protection de ses citoyens. Donc, une protection n'a pas été assurée à ces journalistes, ainsi qu'à tous les autres militants. Pour finir, on a abordé un aspect très important par rapport au communiqué de l'UFDG. Je pense qu'il faut faire très attention. Que le communiqué soit signé de la cellule de communication ou d'un compte Facebook du parti, c'est que la structure qui a rédigé
ce communiqué ne peut pas être dissocié du parti. Donc, il faut faire très attention parce qu'il s'agit d'une accusation et cette accusation peut ouvrir droit à des poursuites pénales, notamment pour diffamation. Parce que les conditions de la diffamation sont déjà constituées, à mon avis, parce que la diffamation exige qu'il s'agisse d'un fait précis, que la personne concernée, que des allégations portent atteinte à la personne, c'est-à-dire que le nom d'une personne soit associé à un acte. Absolument. Moralement, c'est le cas. C'est le cas. Et la troisième condition, il faut que la personne concernée par les allégations soit clairement identifié. Ouais, et c'est le cas. Et c'est le cas. Et il faut que ces déclarations, enfin, soient publiques. Donc, ces 4 conditions réunies, attention, peuvent ouvrir droit à des poursuites pénales contre la direction du parti. De l'UFDG. Pour finir, une journée sans presse, rapidement, en 30 secondes, une journée sans presse, est-ce que c'est une réaction qui est justifiée, qui serait à la proportion du crime qui vient d'être commis? Peut-être sous le coup de l'émotion. Je voulais juste revenir sur ce que Djibril a dit. Le procès, à mon sens, devrait même peut-être advenir bien avant l'incident d'hier. C'est-à-dire que du moment où la sanction est tombée, parce que c'est la sanction que Bahouri n'a pas aimée et qu'il a maintenu son intention d'aller au siège hier à La Réunion. Il dit que justement, les raisons qui sous-tendent cette sanction ne sont pas légitimes et violent en même temps les statuts et règlements. Puisqu'à la place de moins 350 personnes, qui siègent au conseil politique, qui doivent prendre une telle décision, n'était pas là. Il y avait que 60 personnes. Alors, si ces conditions se réunissent, pourquoi il n'est pas allé en justice porter plainte contre cette direction qui a pris cette décision illégitime, à la fois illégale? Et deuxièmement, devant la justice, on aurait certainement on aurait prêté le flanc. Non, c'est important. Ça, c'est tout ce qui c'est important. On aurait prêté le flanc à une certaine instrumentalisation de la justice. Oui, parce qu'on aurait dit, attention, si Bahouri porte plainte devant la justice va certainement lui donner raison, parce que désormais, depuis son retour, il est tendre avec Alpha Condé. Donc cette version, parce qu'on va pas s'en sortir avec ce débat. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une journée sans presse, Ouri? J'ai dit sous le coup de l'émotion, oui, mais à juste raison aussi, une journée sans presse, parce que justement, on voit qu'on se donne un peu la liberté d'attenter à la vie des journalistes, alors qu'on vient couvrir les événements. Moussa Tatakourou l'a dit tout à l'heure, bien avant, c'est comme s'il y avait une intention de bastonner les journalistes, de les blesser. Ou de les toutefois, il décidait de prendre des photos parce qu'il a dit, il y a des jeunes violents dans ce groupe qui disaient, si vous prenez les photos, on va vous bastonner. Je me dis qu'il y avait peut-être une intention de faire mal aux journalistes. Donc, merci Mamadou. Une journée sans presse. Une marche, une journée sans presse. Des manifestations, des sit-ins, des marches, oui, mais une journée sans presse, non. Nous n'allons pas punir l'ensemble de la population guinéenne pour des faits commis par un parti politique. À mon avis, la première décision qui a été prise par les associations de presse, elle est bien indiquée. Personnellement, vous vous rappelez, moi-même, je vous ai demandé d'annuler l'invitation qu'on avait lancée ici à un des leaders de l'UFDG dans un tout autre cadre. Mais on annule. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer de donner. D'abord, ça contribuera à faire quoi? À les obliger d'abord à trouver une solution. Nous, la presse, il faut qu'on évite d'être instrumentalisé par ces deux camps-là. Parce que leur haine est tellement viscérale aujourd'hui que si nous ne faisons pas attention, ils vont passer par les organes de presse justement pour distiller cela au sein de la population. Ça, nous ne devons pas accepter de nous prêter à ce jeu-là. Maintenant, moi, marche, journée, à mon avis, tout ça, ça n'a pas d'impact. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, en tant qu'association de presse et tout cela, c'est de porter plainte au même titre que la famille contre X. Et à mon avis, contre X ici, ça ne sera pas chercher une aiguille dans une boîte de foin. Dans la mesure où il y avait très peu de gens là où ça s'est passé, ça ne serait pas du tout compliqué, les responsabilités ne seraient pas du tout compliquées à établir sur cette affaire-là au sein de l'UFDG. Donc pour moi, avant tout, je réclame justice. Justice pour Mohamed, justice pour un professionnel qu'on nous a arraché, pour un ami qu'on nous a arraché. Justice pour la presse guinéenne. Justice pour la presse guinéenne, bon sang. Moussa Tatakourou, rapidement. Voilà, moi j'ai ma seule phrase ici, UFDG, ramenez-nous notre confrère Mohamed El Hadj, Mohamed Diallo. Oui, Mohamed Koula Diallo. Donc vous rendez totalement responsable. L'UFDG est responsable de cet assassinat. On n'a pas accusé Paul ou Pierre, c'est l'UFDG. Aussi simple, aussi clair. Pour clore. Symboliquement, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit
utile à l'heure où nous sommes. On va quand même pas faire payer à toute la population. On risquerait avec cette démarche de faire des victimes collatérales. Je pense comme les autres l'ont dit, je pense que les associations de presse devraient se porter partie civile pour meurtre devraient se porter partie civile contre X, parce qu'il y a eu quand même un meurtre et que il ne serait pas une sinécure en tout cas de déterminer le responsable de ce meurtre. On a besoin de ça. La famille de Mohamed Diallo a besoin de savoir qui lui a arraché son fils. La presse en a besoin. Je pense que les organisations de presse devraient se mettre en branle pour faire pression, parce qu'on en a les moyens sur la justice, afin que lumière soit faite sur ce qui s'est passé hier au siège de l'UFDG. Encore une fois, nos condoléances les plus émues à la famille biologique de El Hadj Mohamed Koula Diallo et à sa famille professionnelle, la presse guinéenne donc qui reste encore sous le choc. Nous sommes tous El Hadj Mohamed Koula Diallo. C'est de cette manière que nous nous quittons au cours de cette émission. Merci à tous les quatre, Mohamed Djibril, Mohamed Mara et Mamadou Ouri et Moussa Tatakourou. Merci à l'équipe de cadrage. Merci à Mamoudou qui était à la réalisation et qui a monté cette émission. Au revoir, portez-vous bien, à la semaine prochaine.